Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler à nouveau de l'affaire Quentin Derenque, qui est un observatoire assez intéressant de différentes dérives médiatiques, politiques. Et donc on va essayer d'en prendre quelques-unes et de les analyser ensemble. Donc la première que je vois, déjà, première chose, comment va Jack Lang? Parce que juste avant qu'on parle de cette affaire Quentin, Jack Lang avait démissionné de l'Institut du monde arabe, il s'était barré au Maroc pour éclipser quoi? Pour éclipser l'affaire Epstein, dans laquelle il est impliqué, puisque Jack Lang échangeait régulièrement des mails avec Epstein, qu'il était très proche de lui. Et donc cet individu, Jack Lang, qui est déjà connu pour son ambiguïté par rapport au sujet de la pédocriminalité, était bien gêné, bien dérangé par ces révélations du dossier Epstein. Comme par hasard, l'affaire Quentin éclate et ça lui permet de, d'éclipser son affaire à lui. Voilà. Donc on voit déjà qui tire son épingle du jeu, qui profite de cette histoire. La deuxième chose que je voudrais soulever, c'est un certain nombre de facilités argumentatives que je trouve particulièrement ridicules de la part à la fois de l'extrême droite et de l'extrême gauche. La première chose, donc on va déjà parler des critiques de l'extrême gauche vis-à-vis de l'extrême droite, puis ensuite des critiques de l'extrême droite vis-à-vis de l'extrême gauche. L'extrême gauche dit que Quentin Derenque était un militant néofasciste. Déjà, j'aimerais bien qu'on me cite un extrait de vidéo ou un écrit de Quentin Derenque qui se réclame lui-même du fascisme. On ne peut pas coller une étiquette aux gens sans leur demander leur avis. Je veux dire, on ne peut pas définir une personne à sa place. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire que parce que cette personne militait avec des mouvements d'extrême droite, cela signifie qu'elle était néo-fasciste. Les mots ont un sens. Le fascisme, c'est un mouvement bien précis. Le fascisme, c'est né en Italie dans les années 20, sous l'impulsion de Benito Mussolini. Puis ensuite, ça a eu des développements internationaux. Ça s'est développé en Allemagne sous le nom de national-socialisme, sous l'impulsion d'Adolf Hitler. Puis en Espagne avec le franquisme de Francisco Franco. Et puis d'autres pays. Mais c'est une doctrine bien précise, donc qui associe différents éléments. Déjà, il y a un nationalisme exacerbé, mais ça se mêle avec une dimension assez révolutionnaire et de remise en cause des institutions en place. Ça prône le totalitarisme, le militarisme, le culte du chef, ce genre de choses. Et en général, déjà, ça rejette totalement la démocratie, le fascisme, mais ça rejette aussi la royauté. On peut difficilement être royaliste et fasciste. Les fascistes, historiquement, étaient plutôt anticléricaux et anti-monarchiques. Alors on a effectivement l'exception de Franco, bien sûr, mais la tendance générale, c'est plutôt ça. Le fascisme, c'est une doctrine plutôt révolutionnaire et nationaliste. Voilà. Donc, par exemple, un militant conservateur, Éric Zemmour n'est pas fasciste, par exemple. Ça n'a pas de sens de dire qu'Éric Zemmour est fasciste. Il est d'extrême droite, oui. Il est nationaliste, identitaire, oui, mais il n'est pas fasciste. L'extrême droite, c'est un milieu qui regroupe un grand nombre de courants. Vous avez les identitaires, vous avez des souverainistes, vous avez des royalistes, vous avez des nationalistes qui sont aussi républicains, vous avez des néo-païens, vous avez aussi des catholiques traditionnalistes, vous avez des athées, vous avez des nationalistes révolutionnaires, vous avez des fascistes, vous avez des nazis, vous avez vraiment des nuances, en veux-tu, en voilà, quoi. Et donc résumer toute l'extrême droite au simple fascisme, c'est un abus de langage. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'on valide forcément les idées de ce Quentin Derenque, mais tout amalgamer au fascisme, c'est vraiment c'est un raccourci. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà, sinon il va falloir me montrer un extrait où Quentin Derenque dit qu'il est fan de Mussolini, où il vous montre un tatouage avec une croix gammée sur le bras, j'en sais rien, là ok, je dirais ok, c'est un fasciste. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a aucune preuve que ce jeune se réclamait du fascisme. Alors on va me dire, oui, mais il était membre de l'Action française. Oui, l'Action française n'est pas un mouvement fasciste. C'est un mouvement d'extrême droite, mais il ne se revendique ni du nazisme, ni du fascisme, ni d'aucun courant fasciste historique. Peut-être qu'ils sont antisémites, peut-être qu'ils sont racistes, mais ils ne sont pas pour autant fascistes. Le mot fascisme a un sens très précis. On ne peut pas l'extrapoler à tout l'ensemble de la mouvance d'extrême droite. C'est pas possible. On va me dire, oui, mais il participait au C9M, à la marche du comité du 9 mai, c'est une marche de néo-nazis, tout ça. Je vous arrête. Le comité du 9 mai ne se réclame pas officiellement du nazisme.
C'est faux de dire que la marche du CNFM est une marche néofasciste. Le CNFM ne s'est jamais revendiqué ouvertement fasciste. Alors on va me dire, oui, mais on voit bien, ils ont des tambours des jeunesses hitlériennes, et puis il y en a qui tentent le bras. Puis, oui, il y a peut-être des néo-nazis dans la marche, c'est même pas peut-être. Il y a des néo-nazis, beaucoup de néo-nazis même, je veux bien vous croire, qui participent à cette marche. Maintenant, est-ce que ça veut dire que participer au C9M, ça veut dire qu'on est néo-nazi? Bah pas forcément, parce que le C9M, ça regroupe aussi les nationalistes révolutionnaires, ça regroupe des identitaires, ça regroupe des gens qui viennent de différentes origines politiques, dont certains ne se revendiquent absolument pas du nazisme. Je veux bien vous croire que ce soit un mouvement où il y a beaucoup de nazis, mais c'est pas parce que vous allez à une marche où il y a beaucoup de nazis que ça fait de vous un nazi. Je sais pas si je suis clair. Alors après, on pourra me dire que je joue sur les mots, mais on pourra me dire que de toute façon, s'il cautionnait de traîner avec des nazis, c'est un connard. Bah, c'est votre vision, c'est votre point de vue. Mais n'empêche qu'on peut pas se baser là-dessus pour dire que c'était un nazi et que si on lui avait posé la question, il se serait revendiqué comme nazi. Ça, c'est trop facile de dire ça. On va me dire aussi que, ouais, au C9M, ça aussi j'ai vu, au C9M, ils ont des drapeaux à croix celtique, et la croix celtique, c'est un symbole néo-nazi. Ça aussi, c'est faux. Le drapeau noir à croix celtique, alors moi, je vais pas vous faire l'affront de vous dire que non, la croix celtique, c'est juste un symbole celtique. Non, bien sûr, je sais bien que ce symbole a été récupéré idéologiquement et qu'aujourd'hui, sous sa forme stylisée sur le drapeau noir avec la croix celtique, ça, c'est un symbole qui a été récupéré par de nombreuses mouvances assimilées à l'extrême droite. Mais pas uniquement les néo-nazis, là encore. Il y a plein de mouvances d'extrême droite qui utilisent la croix celtique et qui ne se revendiquent ni du fascisme ni du nazisme. C'est un symbole d'extrême droite de manière plus large. Donc je suis d'accord pour qu'on dise que Quentin Desranques était un mec d'extrême droite, mais par contre le terme de néo-nazi ou de néo-fasciste est excessif. C'est des anathèmes, c'est juste pour diaboliser qu'on dit ça, néo-nazi, néo-fasciste. Mais la réalité, c'est que vous n'avez pas été lui demander personnellement comment il se définissait. Vous ne pouvez pas coller une étiquette à une personne et décréter quelle sera ce que vous avez décidé qu'elle soit sans lui demander son avis. En fait, c'est pas possible de faire ça. On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, les critiques qui viennent de l'extrême droite vis-à-vis d'extrême gauche. Quand vous dites que, les mecs d'extrême droite, quand vous dites que LFI est un parti antisémite, je suis désolé, mais moi, j'ai pas de souvenir d'une personnalité membre de la France Insoumise qui a été condamnée ouvertement et directement pour antisémitisme. Ils sont antisionistes, ils dénoncent l'État d'Israël, ça c'est vrai, mais ça, c'est pas de l'antisémitisme. Critiquer l'État d'Israël, même nier l'existence d'Israël, pourquoi pas, ou critiquer la politique de Netanyahou, c'est pas de l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est détester les juifs parce qu'ils sont juifs. C'est ça l'antisémitisme. J'ai vu aucun membre de la France Insoumise dire un truc sur les juifs. J'ai pas vu ça. Maintenant, je sais bien qu'il y a certaines personnes que ça arrangerait d'inclure l'antisionisme dans la définition de l'antisémitisme, mais de mon point de vue, c'est débile. Enfin, c'est à côté de la plaque. On n'accuse pas, je sais pas moi, quelqu'un qui critique le régime nord-coréen, on ne dit pas pour autant qu'il a la haine contre les Coréens. C'est absurde. Donc non, dire que LFI est antisémite, c'est un raccourci. De même que, de toute façon, LFI ne peut pas être antisémite structurellement parce que LFI est un parti qui défend des idées de gauche, qui sont assimilées à la catégorie mentale de la gauche, on va dire. Et les idées dites de gauche sont intrinsèquement incompatibles avec tout ce qui est racisme, antisémitisme, homophobie, tout ça. Et je dis pas ça pour les défendre, c'est juste que structurellement, les idées de gauche sont égalitaristes et ils refusent l'essentialisme. Ils refusent le fait qu'on puisse attribuer des caractéristiques à une personne en fonction de ses origines, de sa religion, de son orientation sexuelle, etc. Donc ils ne peuvent pas juger tout un groupe de manière indéterminée. Et s'il y en a qui le font, bah, c'est juste qu'ils se sont trompés de maison, c'est tout. C'est qu'ils ont rien à foutre là. Et maintenant que certains membres, que certains gauchistes puissent avoir des réflexes inconscients d'ordre raciste ou antisémite et tout ça, c'est possible, mais c'est pas pour autant que c'est intellectualisé. Vous trouverez jamais un mouvement de gauche, réellement de gauche, je veux dire, qui intellectualise des notions racistes, antisémites, etc. Parce que c'est incompatible. Ça veut pas dire que la gauche c'est bien. C'est pas pour ça que je dis ça. Hein. C'est pas pour les défendre. C'est juste que objectivement, c'est pas possible d'être un parti d'extrême gauche et en même temps d'être raciste ou antisémite. Structurellement, ça peut pas aller ensemble en fait.
Donc c'est débile de dire ça. Et ce qui est encore plus débile, c'est les droitardés qui accusent LFI d'être un parti fasciste. Ça, c'est pareil, c'est ridicule. Pour les mêmes raisons que par rapport à l'extrême droite, quand je dis que le fascisme, ça correspond à une définition historique bien précise, eh ben, spoiler, LFI ne correspond pas à cette définition historique bien précise. Donc LFI n'est pas un parti fasciste, c'est absolument débile de dire ça, et voilà. Alors maintenant, j'aimerais bien rebondir sur autre chose. J'ai vu aussi passer des posts, plusieurs propos, dont un propos de Akhenaton du groupe IAM qui est particulièrement partagé, qui dit oui, en gros, si vous n'êtes pas antifasciste, si vous êtes contre les antifascistes, ça veut dire que vous êtes fasciste. Là, c'est pareil, faut pas prendre les gens pour des teubés non plus. Vous savez très bien, quand les gens ils disent j'aime pas les antifas, vous savez très bien de quoi ils parlent. Ils parlent pas du mouvement intellectuel antifasciste, ils parlent pas du fait d'être antifasciste, ils parlent des antifas en tant que structure groupusculaire. Vous savez, le truc avec le rond et puis les deux drapeaux rouge et noir, là, qui sont souvent liés au communisme ou à l'anarchisme, et qui sont connus pour être des castagneurs et pour aller foutre la merde dans les manifs et taper des gens. Voilà. Et quand les gens ils disent qu'ils aiment pas les antifas, c'est de ça qu'ils parlent. C'est pas du fait d'être antifasciste, parce que l'antifascisme en soi c'est extrêmement large. Ça va de Gaulle à Staline, en passant par les socialistes et les anarchistes. Enfin, comment les gens qui disent qu'ils aiment pas les antifas, ce qu'ils veulent dire par là, c'est pas qu'ils sont contre la résistance entre 39 et 45. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'ils aiment pas le groupuscule antifa, le mouvement, les mecs de rue qui tapent et qui se comportent comme des hooligans. Voilà, c'est ça qu'ils aiment pas. Donc il faut arrêter de jouer sur les mots. Vous savez très bien quand les gens disent qu'ils aiment pas les antifas, ce qu'ils veulent dire c'est pas qu'ils aiment pas l'antifascisme, c'est qu'ils aiment pas le mouvement antifa, le groupuscule antifa. À un moment donné, voilà, c'est jouer au con en fait de faire semblant de pas comprendre cette nuance. Parce que évidemment, la plupart des Français ne sont pas pour le fascisme, c'est une évidence. Même les gens qui votent RN, la plupart, ils sont pas pour le fascisme. Après, on peut en penser ce qu'on en veut. On peut se dire que du coup, ils soutiennent le fascisme sans s'en rendre compte, ou j'en sais rien. Mais pour ceux qui pensent que le RN est un parti fasciste, c'est encore un autre débat, on pourra en rediscuter. Mais admettons que le RN soit un parti fasciste. Il y a plein de gens qui votent pour le RN. Sans avoir conscience, sans consciemment vouloir soutenir un projet fasciste en fait. Des gens qui sont ouvertement fascistes, il y en a très peu en fait. La plupart des gens, ils sont antifascistes en fait. Tout le monde est antifasciste. Ce que disent les gens, c'est juste qu'ils n'aiment pas le mouvement antifa. C'est très différent, c'est deux choses différentes. Et le mouvement antifa, il n'est pas juste antifa. En fait, c'est un mouvement qui est qui est associé à des mouvements, comme je l'ai dit, d'extrême gauche, communistes, anarchistes. Et d'ailleurs, il y a même des gens de gauche qui n'aiment pas les antifas parce qu'ils trouvent que c'est des brutes épaisses. Voilà. Donc c'est non, on peut être contre les antifas sans être un fasciste. C'est débile de dire le contraire. Maintenant, j'aimerais bien parler. J'ai appelé cette vidéo généalogie de l'extrémisme, et c'est pas pour rien, parce que j'aimerais bien parler de comment les gens deviennent extrémistes. Mais d'abord, on va faire une différence, parce qu'on utilise un peu trop le terme extrémiste à tort et à travers. Et en fait, il y a une différence entre radicalité et extrémisme. C'est deux choses différentes. Pour moi, la radicalité, c'est aller jusqu'au bout de ses idées. Donc, dans ce sens-là, un anarchiste, il est radical. Un monarchiste catholique traditionnaliste, il est radical. Et même un fasciste, il est radical. Parce que, en fait, radical, c'est par opposition, on va dire, au centriste mou, quoi. Le type qui fait tout le temps des compromis, et puis qui met tout le temps de l'eau dans son vin, qui va jamais jusqu'au bout de ses principes. Alors que les radicaux, c'est des gens qui font pas de concessions, pas de compromis, qui veulent pas se corrompre, et donc du coup quand ils ont une idée, ils la poussent jusqu'au bout. Donc forcément on va retrouver à droite les fascistes, les royalistes, etc. Et à gauche on va trouver les anarchistes, les communistes, par exemple. Ou on peut trouver la même chose en religion, d'ailleurs, comme j'ai dit, les cathotradis ou les islamistes, les salafistes, etc. Enfin voilà, tout ça c'est des gens qui sont radicaux. Voilà. Maintenant, est-ce que quand on est radical, on est forcément extrémiste? Pour moi, là, il y a une différence. Là. Parce que pour moi, un extrémiste, c'est quelqu'un donc il est forcément radical. Hein, pour être extrémiste, il faut être radical. Mais un extrémiste, c'est quelqu'un déjà qui ne se contente pas de parler ou de penser, c'est quelqu'un qui agit déjà. Donc c'est quelqu'un qui, au nom de ses idées, va se mettre à taper des gens, à détruire des trucs, à poser des bombes, à dégrader des biens publics, à commettre des crimes, des délits, etc. Voilà, déjà il y a cette dimension-là. Et aussi dans l'extrémisme, il y a une dimension quasiment sectaire. Donc c'est quelqu'un qui est plus capable de prendre du recul sur ses idées, qui est plus capable de faire preuve de nuance,
qui est plus capable de faire la différence entre son idéal et la réalité. Enfin voilà, il y a une espèce de dimension sectaire. Et pour moi, c'est très différent. Vous pouvez avoir des gens qui sont sur le papier très radicaux, y compris des gens qui se revendiquent de trucs qu'on peut trouver horribles, hein, je veux dire même des nazis, tout ce que vous voulez, donc qui se revendiquent d'idées très radicales, mais en réalité, quand vous regardez de plus près, ben le mec, dans la vraie vie, il applique pas vraiment ce qu'il dit, quoi. Enfin, je sais pas, on connaît tous un mec qui se dit raciste et tout ça, puis en fin de compte, il est pote avec des arabes, avec des noirs, avec des musulmans et tout. Donc pour moi, ça, c'est pas un extrémiste. Parce qu'un extrémiste, il met en adéquation sa pensée et ses actes. Le mec, il a beau se dire extrémiste, s'il est vraiment extrémiste, dans ce cas-là, ça devrait se voir dans chacun de ses choix de vie. Un extrémiste, il fait de ses idées un mode de vie au quotidien. Voilà, c'est pas juste je pense un truc. Je veux dire, tout le monde peut penser des trucs extrêmes. Je veux dire, voilà. Euh, la différence, c'est vraiment le fait de l'appliquer, en fait, concrètement. Et puis c'est pareil, vous savez, il y a des gens qui sont je sais pas, enfin, encore une fois, la différence entre le réel et la pratique. Vous avez des gens qui se disent communistes, mais en même temps, ils créent une auto-entreprise. Bah, du coup, c'est pas si communiste que ça. Ou des gens qui se disent anarchistes et puis qui boivent du coca. Voilà. Bah, du coup, ils sont pas extrémistes. Ils sont radicaux. C'est-à-dire dans leur philosophie de pensée, dans leur façon de penser. C'est des radicaux. Ils adhèrent à des idées radicales, mais c'est pas des extrémistes. Parce que si c'était des extrémistes, ils pourraient pas boire du coca, ils pourraient pas créer une entreprise, parce qu'ils iraient jusqu'au bout de leurs principes. Donc, pour moi, ce qui est vraiment dangereux, c'est pas la radicalité. Parce qu'il y a quelqu'un qui est radical, mais qui est pas extrémiste, on peut toujours discuter, même si on trouve ses idées horribles. Je veux dire, ça reste quelqu'un qui a les pieds sur terre, entre guillemets, qui est pas parti dans un délire sectaire. Donc il y a toujours moyen de discuter. Par contre, les extrémistes sont dangereux parce que eux, ils ont plus aucune distance avec leurs idées. En fait, ils appliquent tout tel quel, sans nuance. Voilà. Donc c'est ceux-là qui sont dangereux, c'est les extrémistes. Donc cette nuance faite, il y a peut-être des gens qui trouveront que c'est de la complaisance de faire cette distinction, etc. Mais moi, je trouve que c'est important. Euh, donc en France, il n'y a pas de grand parti qui soit extrémiste, que ce soit de gauche ou de droite. Il n'y a pas de grand parti politique qui soit extrémiste. On a des partis qui sont radicaux. Par exemple, la France Insoumise, c'est un parti qui est radical d'un certain point de vue. Et encore que, il y a plus radical qu'eux, mais on peut considérer que ils sont radicaux d'un certain point de vue. Reconquête, c'est pareil, ils sont radicaux dans l'autre sens, mais il n'y en a aucun des deux qui est extrémiste. Un mouvement extrémiste, par exemple le plus facile, par exemple Daesh, c'est un mouvement extrémiste. Voilà. Les néo-nazis qui partent se battre en Ukraine, c'est des extrémistes. Voilà, parce que eux, ils vont carrément jusqu'à tuer des gens et risquer de se faire tuer parce qu'ils sont néo-nazis. Voilà. Je sais pas moi, la bande Abadère, pour prendre un exemple de gauche, la bande Abadère ou Action Directe, c'était des extrémistes parce qu'ils vont jusqu'au bout. Maintenant, il suffit pas de dire des trucs pour être un extrémiste. Je veux dire, je vais pas revenir sur le développement que j'ai fait juste avant, mais vous avez compris où je veux en venir. Donc une fois cette clarification faite, on va se pencher sur le cas des extrémistes et réfléchir à comment on devient un extrémiste. Parce que les extrémistes, vous savez, c'est pas des gens qui se lèvent un matin et disent ah tiens aujourd'hui je vais devenir extrémiste, ça a l'air vachement fun comme truc. Non, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Si on devient extrémiste, c'est pas pour le plaisir en fait, c'est parce que la vie nous conduit à être extrémiste. Les extrémistes ne choisissent pas d'être extrémistes. C'est pour ça que haïr les extrémistes, que ce soit d'un bord ou de l'autre, c'est absolument débile. Vous savez, la plupart des extrémistes, c'est des gens qui soit ont grandi dans un contexte social, que ce soit par la famille, les amis, etc., qui les ont conduits à reproduire l'extrémisme. Donc là, par exemple, je sais pas, je vais vous donner un exemple tout con, mais si votre père est un néo-nazi, vous avez de fortes chances de devenir un néo-nazi, vous aussi. Pas parce que vous êtes un connard, pas parce que c'est génétique, c'est pas parce que le type va pas devenir un néo-nazi parce qu'il a choisi déjà. Et tu choisis pas ta famille déjà pour commencer. Et puis c'est pas non plus de naissance, c'est-à-dire, enfin c'est pas dans les gènes, c'est l'éducation qui fait ça. Et en fait, vous savez, c'est comme les gens qui naissent dans une religion et puis qui adoptent la religion de leurs parents. Les gens qui naissent dans une famille très chrétienne, ils vont être chrétiens. Les gens qui naissent dans une famille très musulmane, ils vont devenir musulmans. De la même manière, si vous naissez dans une famille de néo-nazis, a priori, en tout cas au moins dans les premières années de votre vie, vous allez répéter le modèle familial sans vraiment vous poser de questions, en fait.
Et ça fait pas de vous un enculé. C'est juste que vous répétez ce que vous connaissez. Et puis quand on est enfant, on apprend à considérer que tout ce que ses parents disent, c'est la vérité. Et puis en grandissant, petit à petit, on peut exercer un peu d'esprit critique, mais ça prend du temps, c'est pas du jour au lendemain. Et par exemple, à 23 ans, on peut encore être largement influencé par les idées de sa famille. Et donc on n'est pas complètement autonome en termes de pensée. Et c'est valable aussi pour les amis. Vous avez des gens qui ont un esprit assez faible et influençable, et ils peuvent adhérer à une idée extrémiste juste parce qu'ils ont des potes qui sont extrémistes, et puis ils se laissent embarquer. Je veux dire, ça ne veut pas d'eux, encore une fois, des connards. C'est juste que pour un certain nombre de raisons très humaines, le besoin d'appartenance, le besoin d'être reconnu, d'être accepté par un groupe, etc. Vous avez des gens qui à la base sont des crèmes et puis qui vont devenir des extrémistes parce que c'est comme ça, c'est la réalité sociologique qui fonctionne comme ça. Maintenant, vous avez aussi les traumas. Vous avez des gens qui se tournent vers des idéaux extrémistes parce qu'il leur est arrivé des crasses dans leur vie, parce qu'ils ont été, je sais pas, violés quand ils étaient petits, parce qu'ils ont subi du harcèlement scolaire, parce que je sais pas moi, ils ont vu quelqu'un se faire massacrer devant eux, ça peut être des tas de raisons, hein, parce qu'ils ont vécu dans une extrême précarité aussi, ce genre de choses. Et puis cet historique de trauma, de rejet, de choses comme ça, fait que ils vont se tourner vers des idées radicales pour plusieurs raisons. Déjà parce que bien souvent, enfin, j'ai dit radical, c'est pas le bon terme, je me reprends, vers des idées extrémistes là pour le coup. Ils vont se tourner vers ces idées extrémistes pour plusieurs raisons. Déjà parce que parfois, il n'y a que parmi les extrémistes qu'ils ont enfin l'impression de... Et là, on rejoint ce que je disais avant sur le sentiment d'appartenance. Il n'y a que parmi les extrémistes qui se disent « Ah, enfin un espace où je ne suis pas jugé, où je peux être moi-même, où enfin on va prendre soin de moi. » Tout ça, voilà. Et donc ça va les convaincre pour se réparer, de se rallier à des groupes extrémistes, de gauche comme de droite. Là, dans les deux cas, ça confine au même résultat. Et vous allez avoir aussi des gens qui vont se tourner vers des idéologies extrémistes parce que ça offre une forme de réparation, une forme de sentiment, de reprendre le contrôle, de se recréer un narratif, d'avoir des ennemis à punir aussi, de se dire enfin, tous les trucs horribles qui me sont arrivés, c'est à cause de lui ou de lui et je vais pouvoir le punir. Voilà, il y a ça aussi. Sentiment de prendre une revanche sur la vie, Et donc tous ces mécanismes psychologiques vont expliquer que quelqu'un va se tourner vers l'extrémisme. Et que ce soit l'extrême gauche, l'extrême droite ou les mouvements terroristes religieux. Dans tous les cas, c'est la même logique. À la base, c'est la même détresse qui est à l'origine de ce truc-là. Et donc, il ne faut pas s'y tromper. Les extrémistes, à la base, en réalité, sont des victimes. C'est pas des coupables. Ils n'ont pas pleinement et consciemment choisi de devenir des extrémistes. C'est soit leur entourage, soit les choses difficiles qui leur sont arrivées au cours de leur vie, qui les ont rendus extrémistes. Mais à la base, c'est pas génétique, c'est pas dans leur sang, ils sont pas nés comme ça déjà, et ils n'ont pas non plus choisi consciemment. Comment je pourrais dire ça on peut pas pleinement les tenir pour responsables d'être devenus extrémistes, parce qu'il faut prendre en compte le parcours. Et d'ailleurs, c'est étonnant qu'à gauche, on ne comprenne pas ça, parce que la gauche est justement très partisane de la justice réhabilitatrice, du fait qu'il faut prendre en compte le passé d'un détenu avant de le condamner, le passé d'un criminel avant de le condamner, etc. Ils vont justement être contre la peine de mort, parce qu'ils vont dire que c'est inhumain, ce genre de truc. Mais en même temps, quand il s'agit des fachos, là, ils font plus preuve de ce discernement. Ils se disent pas, ah tiens, le mec, s'il est devenu facho, c'est peut-être parce qu'il en a chié. Non, ils vont faire ça pour un tueur ou pour un voleur, par exemple, mais ils vont pas le faire pour un facho. Alors que pourtant, c'est le même principe. Si un mec qui devient facho, c'est pas parce qu'il est méchant, c'est parce que la vie l'a poussé à devenir un facho. Donc, il faut faire cette distinction-là, en fait. Et ça, ils veulent pas le faire, en fait. Alors là, il y a des gens qui vont me répondre, oui, moi aussi, j'ai vécu une vie difficile. Quand j'étais petit, je me suis fait taper par mon père, un truc comme ça. Et pour autant, je suis pas devenu nazi. Oui, mais déjà, ça fait abstraction d'un truc essentiel qui est le fait que les humains ne sont pas fondamentalement égaux. Tout le monde n'a pas la même capacité de résilience. Tout le monde ne se remet pas de la même manière d'un choc. Tout le monde on n'est pas tous égaux face à l'esprit critique non plus. Tout le monde ne fait pas preuve de discernement. Tout le monde n'est pas capable de nuancer sa pensée. Voilà, on choisit pas ça. Enfin, je veux dire, on est naturellement inégaux. Voilà. Ensuite, on est aussi inégaux par rapport aux chances de réparation qu'on a derrière. Je veux dire, si vous avez été tabassé par votre père quand vous étiez petit, mais que derrière, vous avez eu des amis en or, vous avez eu, je sais pas moi, tout s'est bien passé, vous avez trouvé facilement un boulot, j'en sais rien. Bref.
que vous avez eu une possibilité de réinsertion assez simple, qui vous a permis de compenser les violences que vous aviez subies par le passé, bah c'est logique que vous ne soyez pas devenir un extrémiste. Maintenant, si votre vie, c'est juste un enchaînement de merde, et puis que vous avez personne qui vient vous tendre la main, que vous avez juste l'impression d'être en train de vous noyer dans un lac et que tout le monde s'en fout et vous regarde de manière indifférente, forcément, si le mec qui vient vous tendre la main, il a un brassard à croix gammée, bah vous allez lui saisir la main, même s'il a un brassard à croix gammée, en fait. C'est ça qu'il faut voir. Vous comparez ce qui n'est pas comparable. Tout le monde, enfin, on peut pas comparer deux vies, déjà pour commencer. C'est pas parce que vous avez eu des traumas et que vous en êtes bien remis que ça va être le cas de toutes les personnes qui ont eu des traumas. Il y a des gens qui ont des traumas, ils se relèvent jamais. Et c'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce que on n'a pas tous, d'une part, le même. On part pas tous du même point en termes de force, d'esprit, en termes de. Et puis parce qu'on n'a pas tous les mêmes outils pour s'en sortir, en fait. Donc c'est un peu trop facile de dire ça. Et j'aimerais bien dire aussi que ce qui est assez rigolo, c'est que les gens qui disent ce que je viens de dire là, souvent, ils ont eux-mêmes une haine contre contre les injustices, contre les fachos, par exemple, justement, ce genre de truc. Mais qui réfléchissent justement d'où vient cette haine contre les injustices et contre les fachos. Est-ce que ça serait pas justement un mécanisme de réparation de leur trauma par la lutte contre les injustices? Bah si, c'est justement ça. La seule différence avec les fachos, finalement, et ça va les vexer que je dise ça, mais il n'y a qu'une différence, c'est que les fachos, eux, ils décident de tourner leur colère contre des minorités. Voilà. Ils vont se dire, bah, toutes les injustices dans le monde, c'est de la faute des juifs, ou c'est de la faute des arabes, ou c'est de la faute des homosexuels. Et en ça, ils sont complètement cons, je suis d'accord. Mais vous, en fait, vous êtes pareil, la seule différence, et c'est tout en votre honneur, c'est bien, la seule différence, c'est que vous mettez pas ça sur le compte d'une minorité. Vous dites c'est les injustices, c'est à cause du système capitaliste ou voilà. Donc c'est un peu plus sain de cette manière-là. Mais à la base, le moteur c'est le même. C'est une blessure profonde. C'est une forme de sensibilité et d'envie de réparation. En fait, c'est juste que les gens d'extrême droite, souvent, bah, ils ont une analyse mauvaise de la causalité en fait des problèmes qu'ils dénoncent. C'est ça le truc. Et encore une fois, là on en revient à mon histoire d'esprit critique. Tout le monde n'a pas les capacités intellectuelles de cerner d'où vient réellement le problème en fait. Et donc c'est pour ça qu'il y en a qui se tournent vers des explications faciles, comme les explications extrémistes. Voilà, tout simplement. Ça ne veut pas dire que les gens sont méchants, encore une fois. C'est deux choses différentes. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je crois que j'ai presque fait le tour de la question, mais il y avait encore quelques autres trucs que je voulais dire. Oui, il y a ça aussi. Il faut savoir que les extrémistes ne se voient jamais comme méchants. Personne ne se dit je suis méchant, en fait. Les nazis, les fachos, tout ça, ils sont convaincus d'être les gentils, en fait. Ils se disent pas je suis méchant, je suis méchant. C'est pas ça. Eux, ils pensent qu'ils sont les gentils et ils pensent que c'est les autres, les méchants, en fait. Donc, quelque part, enfin, ça sert à rien de leur dire qu'ils sont méchants. Vous allez juste les braquer encore plus et ils vont se sentir comment, vous savez, c'est comme le fameux débat sur la liberté d'expression. Moi, je pense qu'il faut une liberté d'expression maximale parce que si vous censurez les extrémistes, ça va les conforter dans leur idée qu'ils sont persécutés et qu'il y a un complot contre eux pour les faire taire. Et ça va les radicaliser encore plus. Donc, c'est pas la bonne solution, en fait. En fait, voilà, si je devais résumer toute ma critique, le problème, c'est qu'il y a de grosses lacunes sur l'empathie, déjà, sur la capacité de se mettre à la place de l'autre, et que personne ne veut jouer à la psy ou à l'assistante sociale. Et le gros problème des antifas, c'est ça, c'est qu'en fait, bah, ils se disent de gauche, empathiques, humanistes et tout, mais en fait, bah, ils ressemblent beaucoup plus à des flics ou à des militaires avec une matraque dans la main, qu'à des psys ou des assistantes sociales. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est que les fachos, au sens large, entre guillemets, bien souvent, ils ont beaucoup plus besoin d'un psy ou d'une assistante sociale que de se faire cogner sur la tête à coups de matraque. Voilà. Et tant que vous n'aurez pas compris ça, on ne pourra pas avancer, en fait. Pendant ce temps-là, vous savez, c'est toujours les mêmes qui rigolent et puis qui se foutent de notre gueule, quoi. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. En plus, là, j'ai déjà été suffisamment long, 29 minutes de vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner, à déposer un j'aime, un commentaire, à partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Allez, salut à toutes et à tous.